né donc en Seine-Saint-Denis et tu as fréquenté Bondy. Alors Bondy, on se dit, tiens, on pense à un autre garçon qui joue au foot, moins bien que Rail, Mbappé. Est-ce que tu as croisé ou pas dans ta vie Mbappé ou sa famille? Bien plus que ça, puisqu'on a grandi ensemble avec la maman, avec Wilfried, dont on parlait tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est une famille extraordinaire qui a très vite compris en fait la nécessité en fait d'investir dans à la fois l'éducation, donc des vraies valeurs très fortes autour de ça, mais la nécessité aussi de s'oxygéner, faire du sport, apprendre par l'effort, et puis ensuite capitaliser sur la réussite. Et aujourd'hui, c'est à la fois une réussite sportive et économique, donc c'est vraiment un bel exemple. DESS de développement économique, et puis un jour, il y a Claude Bébéar, grand amateur de vin et de rugby s'il en faut. Tu entends parler Claude Bébéar et tu te dis, tiens, je vais lancer un cabinet en recrutement. C'était quoi cette idée? À cette époque, j'étais au ministère de l'Éducation nationale. Je ne sais pas si tu le sais, j'étais fonctionnaire. Je m'emmerdais comme un rat mort. C'est un beau métier, fonctionnaire. On a besoin de profs. Oui. Et ce qui se passait, c'est que j'avais assez vite compris que c'était super de signer une charte. Donc c'était un papier de plus et des engagements. C'était une belle énergie autour de cette mobilisation sur les questions de diversité, mais il fallait rentrer très vite en fait, dans du concret. Et ayant grandi à Bondy, ayant hérité de cette connaissance en fait, du développement local, la capacité à investir. Quand on a une belle politique publique locale, ça fait des Mbappé. Et ce n'est pas qu'un exemple. Le patron, par exemple, de Chèque Déjeuner, qui fait pas loin de 800 millions d'euros aujourd'hui sur 23 pays, c'est un Bondinois, c'est Youssef Achour. C'est un type qui a une carrière exceptionnelle et qui gère cette boîte. Voilà. Donc c'est une autre réussite, mais c'est aussi les frères Hamidi qui ont été nommés et récompensés au César, qui sont allés à Cannes avec des longs métrages. C'est plein d'histoires comme ça. Et donc moi j'ai hérité en fait de cette connaissance de talents qui ont été à un moment donné formés parce qu'il y avait des éducateurs, parce qu'il y avait des maires avec une vraie politique publique locale, parce qu'il y avait des enseignants qui faisaient des heures sup pour nous soutenir et nous aider à grandir. Et moi, c'est cette France en fait que j'adore et qui m'a convaincu. Et le problème, c'est qu'on ne les retrouvait pas dans les processus de recrutement. Et ce qui m'a intéressé, c'est de créer le bon tuyau, le bon canal pour pouvoir alimenter les processus de recrutement à travers ces engagements qui avaient été signifiés par Claude Bébéar. Donc très vite, en fait, on crée le premier cabinet de recrutement, on se positionne, on a des clients, on a des partenaires, on a des mécènes, on prend tout ce qui bouge et surtout, en fait, on comprend un truc, c'est qu'en France, en fait, quand on lutte contre le chômage, on a un service public en fait, qui part de l'individu. Et le grand enseignement, c'est que si on ne part pas non plus des besoins des entreprises, eh bien, ça va à un moment donné pas tout à fait bien marcher comme on le souhaite. Et c'est facile de passer du statut de fonctionnaire à entrepreneur parce que c'est pas naturel comme chemin quand même, non? J'ai eu un bol assez extraordinaire, c'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, quand on a eu les premières références, les premiers placements, on a eu très vite la presse en fait, qui a fait des reportages, donc on a été assez vite observé. Il y a une ONG américaine qui s'appelle Ashoka, qui fait de la philanthropie et qui soutient en fait l'entrepreneuriat social dans le monde. Donc cette ONG est venue me voir en me disant voilà, est-ce que ça vous intéresse de rentrer dans notre processus de sélection, et si vous allez au bout, et bien derrière on vous donnera tous les armes pour pouvoir ensuite monter le bon business plan, travailler des stratégies de développement, et à partir de là ils m'ont connecté en fait à un monde où j'ai rencontré plein de gens bienveillants qui avaient envie en fait qui écoutaient ton discours, qui surtout contribuaient en fait à la réussite de l'organisation. D'ailleurs, Ashoka, c'est pas présidé par l'ancien ministre? Non, c'est Bill Drayton, c'est un ancien McKinsey qui a monté ça. Alors aujourd'hui, donc Mosaïque RH, alors d'abord c'est une assoce, hein, c'est pas encore une société. T'es entre les deux, on va dire. Hein. Quand on a dépassé le million de chiffre d'affaires, c'est les impôts qui nous ont dit putain, faut créer absolument une société commerciale. Mais il faut pas faire de facture, tout en cash, ça marche très bien. J'aurais dû te parler, merde. Regarde au Brésil, bah, non, je plaisante. C'est comme ça que ça marche ici alors. Absolument pas. Même si le liquide est très présent chez nous quand même. Hein, oui. Alors donc aujourd'hui, tu as plusieurs métiers, c'est ça? Alors du coup, Mosaïque, évidemment, est devenue une entreprise à mission. Ça a été une conviction forte de garder cette culture-là. Et puis nous, on croit beaucoup en fait que le business c'est important, mais ça doit servir finalement l'intérêt général. Et donc on a créé en fait une fondation
actionnaire. J'aimerais beaucoup entendre Nicolas là-dessus. Une fondation actionnaire d'une entreprise à mission où on fait on fait du conseil RH, on aide des entreprises à repenser leur processus de recrutement, parfois même à réfléchir à leur stratégie RH pour pouvoir intégrer la diversité au cœur en fait de leur stratégie. Et à côté, on sait que si tu accompagnes correctement les entreprises, tu vas avoir des besoins. Et donc, tu dois à un moment donné aussi te connecter en fait, davantage aux jeunes. Donc, comment tu massifies ça? Et on a monté des partenariats stratégiques avec les universités de banlieue. Et on accompagne avec des consultants, dès le mois de septembre, des milliers de candidats. Donc, ça alimente une base de données. Et cette base de données nous sert ensuite à diffuser, à alimenter. Et c'est pour ça que quand on dit aujourd'hui, je n'arrive pas à recruter, je ne peux plus l'entendre, je vous recommande d'aller sur diversifiervostalents.com. C'est la base de données qu'il vous faut. Et aujourd'hui, donc, tu opères au niveau national, c'est ça, Saïd? Alors, on a plusieurs antennes un peu partout en France. On a une plateforme digitale qui nous permet aussi d'aller sur des territoires où on n'est pas. Et puis, cette structure a fait le choix de créer une fondation, comme je le disais tout à l'heure, qui organise chaque année en fait, le sommet de l'inclusion économique. Alors ça, c'est particulièrement intéressant. Donc, première édition, Saïd, c'était en 2021, c'est ça? Absolument. Dans un endroit un peu sympa. Le ministère de l'économie. Bah oui. Parce que c'est d'abord un sujet économique. Si on veut lutter contre les discriminations à l'emploi, si on veut lutter contre le chômage, il faut s'intéresser en fait au monde économique pour pouvoir trouver les bonnes solutions. Et alors aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut t'aider? D'abord participer au prochain sommet qui aura lieu en novembre 2025, je suppose? Alors, 27 novembre prochain, on organise la 5e édition du sommet de l'inclusion économique. Alors, c'est une super aventure. L'année dernière, on avait choisi en fait le thème des transitions. Transition écologique, transition énergétique, transition numérique à travers l'IA. Pour nous, ce sont des opportunités. Donc, comment on cultive ces opportunités pour faire en fait, des leviers en fait, d'intégration, d'inclusion de cette jeunesse aujourd'hui qui est marginalisée économiquement. Donc nous, on pense que ce n'est pas des mauvais sujets, il faut simplement les travailler, être en stratégie de prévention et pouvoir cultiver. Donc on a à la fois fait travailler des experts, donc on a beaucoup d'informations intéressantes qu'on a capitalisées, mais surtout, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a recréé un point de connexion qui me paraît aujourd'hui fondamental, c'est qu'on a appris plein de choses parce qu'on a grandi en banlieue, parce qu'on a développé des projets en banlieue qui ont marché, mais surtout, en fait, ça doit se transmettre à d'autres populations en France qui sont en difficulté, et notamment les ruraux, la ruralité. Il y a aussi des problématiques de discrimination, d'inégalité à l'emploi. Donc, comment on crée le pont? Et donc, la thématique, c'était agir pour les tours et agir pour les bourgs. Donc, voilà, c'est une dynamique qu'on a mis en place l'année dernière, donc on prépare la prochaine édition. Et le thème, ça sera quoi, s'il a déjà été défini? Alors ça reste un secret, on travaille encore le truc. Tu sais pas encore, c'est ça? C'est pas un secret, en fait, j'ai pas l'info. Il n'y a pas l'info, quoi. Aujourd'hui, donc Saïd, c'est 75 collaborateurs, donc c'est une vraie PME, on va dire. Ouais, c'est une croissance à 2 chiffres, c'est agréable. Et puis surtout, c'est des partenariats avec le monde privé, le monde public. Comment ils peuvent t'aider, tous ces gens ici, là? Il y a plusieurs possibilités en fait. Ceux qui ont besoin de recruter, nous on a mis en place avec Serge Wimbert, qui était patron de Sanofi, on s'est dit, si on veut à un moment donné réussir à traiter ce problème, créons une plateforme digitale avec un peu d'intelligence artificielle, un algo de matching, et toutes les PME qui n'ont pas forcément de budget, qui n'ont pas forcément de temps, qui n'ont pas forcément le staff pour pouvoir faire du recrutement, elles vont pouvoir se plugger, publier une offre, et avec l'algo, il va y avoir des candidats qui vont être évalués à travers des tests de personnalité, et sur des aptitudes comportementales, on va vous faire des recommandations. Donc ça, c'est un premier truc, c'est accessible gratuitement. Donc ceux qui veulent soutenir en tant que mécène, vous êtes les bienvenus. Cette base de données, elle contient à peu près 50 000 candidats, et on veut faire une déclinaison à échelle européenne, parce que ces sujets-là doivent vivre aussi au niveau européen. Et donc, on pense que la philanthropie peut être un levier. Deuxième élément, on a besoin de monter très fort le plaidoyer, embarquer davantage de dirigeants. Quand le dirigeant est convaincu, c'est toute la boîte qui part sur ces sujets-là. Nous, on pense que c'est des sujets de réparation, c'est des sujets en fait qui sont source de croissance et développement économique pour les boîtes. Ce sont aussi des nouveaux projets qui vont naître, des nouveaux consommateurs qu'on va mieux comprendre. Et c'est pour ça qu'on a besoin de se réunir, besoin de réfléchir ensemble, besoin de sortir des nouveaux projets en commun. Et ça, c'est un truc qui est assez facile à faire. Rejoignez-nous au sommet de l'inclusion économique. C'est plus de 10 000 personnes qui ont été inscrites. On a fait une deuxième journée l'année dernière tellement il y avait du monde et ça a bien marché. Et donc, je pense que vous êtes tous les bienvenus à ce rendez-vous. Et puis, la troisième chose, si vous avez envie de travailler sur ce sujet dans vos boîtes, passez par Mosaïque RH. Ça, c'est quand même le nerf de la guerre. C'est le 27 novembre, c'est ça, Saïd, c'est important. Au ministère de l'Économie. Au ministère de l'Économie. Alors, pour terminer, je crois que tu es le seul ici, à boire du vin sans alcool.
Et ouais, parce que là aussi, je pense qu'il y a un potentiel de développement énorme. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne boit pas d'alcool, quand on est sportif, quand on a... On peut être sportif et boire de l'alcool, regarde. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on développe des nouveaux marchés. Et donc, moi, je pense qu'il faut absolument accélérer sur les vignobles sans alcool. Et pour terminer, donc, tu n'as pas été rail au foot. Par contre, tu es ceinture noire de judo, 2e dan. Alors, à ton avis, en tant que spécialiste, est-ce que Teddy a encore une chance dans 3 ans aux prochains Jeux Olympiques? Ou pas? Il aura 39 ans quand même. Hein. Ce mec est monstrueux. C'est-à-dire que ce qu'il a fait encore cet été, c'était inimaginable. C'était impossible à faire. C'était impossible à faire. Tu peux pas battre les Japonais au Japon. Tu as la revanche en France et tu les bats en France. C'est impossible. Ouais. Eh bien, moi, je pense qu'il va encore faire très fort. S'il ne se blesse pas, il peut refaire champion olympique aux US. Alors, on l'applaudit très sérieusement, Saïd. Merci beaucoup. Bravo pour tout ce que tu fais. C'est juste merveilleux. Bravo, bravo, bravo.